En 688, dans les brumes du royaume franc naissant, un enfant voit le jour qui changera le cours de l'histoire européenne. Charles naît de l'union entre Pépin de Herstal et sa concubine Alpaïde. Ce statut d'enfant illégitime marquera toute sa jeunesse. Son père Pépin II de Herstal règne alors sur l'Austrasie comme maire du palais, une fonction qui fait de lui le véritable maître du royaume franc, bien plus puissant que les rois mérovingiens fantoches. À la mort de son père en 714, Charles, âgé de 26 ans, se retrouve jeté en prison par Plectrude, la femme légitime de Pépin. Cette dernière veut préserver l'héritage pour son petit-fils Théodoald, un enfant de 6 ans qu'elle considère comme le seul héritier légitime. La veuve pense pouvoir écarter définitivement ce bâtard encombrant qui menace les droits de sa descendance. Mais Plectrude sous-estime gravement Charles. Le jeune homme s'évade de sa prison et rallie autour de lui les guerriers austrasiens fidèles à la mémoire de son père. Ces hommes d'armes voient en Charles l'héritier naturel de Pépin, peu importe les circonstances de sa naissance. En quelques semaines, le fugitif devient le chef d'une armée déterminée à reconquérir le pouvoir. Les nobles neustriens profitent du chaos successoral pour reprendre leur indépendance. Ils pensent que la mort de Pépin leur offre l'occasion rêvée de secouer le joug austrasien. Ragenfred, maire du palais de Neustrie, s'allie même aux Frisons pour écraser définitivement les Pipinides. Cette coalition représente une menace mortelle pour Charles et ses partisans. En 715, Charles lance sa première offensive contre les Neustriens. La bataille d'Amblève tourne au désastre pour ses troupes. Ces guerriers, inexpérimentés et mal organisés, subissent une défaite cuisante face aux forces coalisées de Ragenfred et du roi Chilpéric II. Charles découvre amèrement que la guerre ne se gagne pas uniquement avec du courage et de la détermination. Cette défaite aurait pu signer la fin de ses ambitions. Au lieu de se décourager, Charles tire les leçons de cet échec. Il comprend que sa force réside dans la mobilité et la surprise plutôt que dans les batailles rangées traditionnelles. Pendant des mois, il harcèle ses ennemis par des raids éclairs, évitant soigneusement les affrontements directs. En 716, Charles remporte sa première victoire significative à Amblève. Cette fois, il a appris de ses erreurs. Ses hommes, aguerris par les mois de guérilla, manœuvrent avec une précision redoutable. La victoire redonne confiance à ses troupes et attire de nouveaux ralliements parmi la noblesse austrasienne. L'année 717 marque le tournant décisif. À Vinchy, près de Cambrai, Charles affronte une nouvelle fois l'armée neustrio-frisonne. Cette bataille révèle son génie tactique naissant. Au lieu d'attaquer frontalement comme l'exige la tradition franque, Charles divise ses forces et attaque par les flancs. L'effet de surprise est total. Les troupes de Ragenfred s'effondrent sous cette manœuvre qu'elles n'avaient pas anticipée. Cette victoire brise définitivement la résistance neustrienne. Chilpéric II abandonne Ragenfred et se soumet à Charles. Le fils d'Alpaïde devient officiellement maire du palais d'Austrasie et de Neustrie, unifiant sous son autorité l'essentiel du royaume franc. À 29 ans, il a reconquis l'héritage de son père par la seule force de ses armes. Pendant que Charles consolide son pouvoir au nord, une nouvelle puissance émerge au sud des Pyrénées. L'expansion musulmane, lancée depuis la péninsule arabique un siècle plus tôt, a submergé l'Afrique du Nord et conquis l'Espagne wisigothique en seulement quelques années. En 711, Tariq ibn Ziyad traverse le détroit de Gibraltar avec ses troupes berbères et anéantit l'armée du roi Roderick à la bataille de Guadalete. La conquête de l'Hispanie se déroule avec une rapidité stupéfiante. En 718, seules quelques poches de résistance subsistent dans les montagnes cantabriques. Les nouveaux maîtres de l'Espagne organisent rapidement leur domination. Ils installent leur capitale à Cordoue et nomment des gouverneurs pour administrer les différentes régions conquises. Ces conquérants ne comptent pas s'arrêter aux Pyrénées. Dès 717, les premières incursions musulmanes franchissent les cols montagneux et s'aventurent en territoire franc. Ces raids testent les défenses franques et évaluent les richesses disponibles au nord. Les chroniqueurs de l'époque décrivent la terreur qui s'empare des populations locales face à ces guerriers inconnus venus du sud. En 719, une première expédition d'envergure traverse les Pyrénées sous la conduite d'Al-Sam ibn Malik, gouverneur d'Al-Andalus. Cette armée ne se contente pas de piller quelques villages frontaliers. Elle s'empare de Narbonne, importante cité wisigothique,
et en fait une base permanente pour de futures opérations. La présence musulmane en Gaule n'est plus temporaire mais définitive. La chute de Narbonne provoque un choc dans le monde chrétien. Cette ville, siège d'un archevêché, symbolise la civilisation wisigothique qui s'effondre sous les coups des conquérants musulmans. Sa perte ouvre grand la route de la Méditerranée occidentale et menace directement le royaume franc. Charles comprend immédiatement que cette nouvelle menace nécessite une réponse militaire adaptée. Les tactiques qui lui ont permis de vaincre les Neustriens ne suffiront pas contre ces guerriers venus du sud. Il entreprend de réorganiser complètement son armée, s'inspirant des techniques de combat qu'il observe chez ses adversaires. En 721, une armée musulmane considérable, dirigée par le même Al-Sam, assiège Toulouse. Le duc Eudes d'Aquitaine, vassal indépendant qui refuse l'autorité franque, se retrouve seul face à cette menace. Contre toute attente, il parvient à repousser les assaillants et à tuer leur chef dans la bataille. Cette victoire surprenante redonne espoir aux chrétiens et prouve que les armées musulmanes ne sont pas invincibles. Mais la mort d'Al-Sam ne décourage nullement les gouverneurs d'Al-Andalus. Un nouveau chef, Abd al-Rahman al-Ghafiqi, prend la tête des forces musulmanes en Gaule. Cet homme, d'origine yéménite, possède une expérience militaire considérable acquise lors des conquêtes en Afrique du Nord. Il comprend que la réussite de l'expansion en Gaule nécessite une stratégie à long terme. Entre 721 et 725, Abd al-Rahman lance une série de raids méthodiques contre l'Aquitaine et la Septimanie. Ces expéditions ne visent plus seulement le pillage, mais l'affaiblissement systématique des défenses chrétiennes. Chaque incursion pousse plus loin vers le nord, testant la résistance des populations locales et cartographiant le territoire pour de futures conquêtes. En 725, les forces musulmanes remportent une victoire écrasante à Autun, en Bourgogne. Cette bataille montre l'étendue de leur pénétration en territoire franc. L'armée d'Abd al-Rahman ne se contente plus des régions frontalières, mais frappe au cœur du royaume de Charles. Les richesses pillées lors de cette expédition financent l'équipement de nouvelles troupes pour des opérations encore plus ambitieuses. Face à l'ampleur grandissante de la menace, le duc Eudes d'Aquitaine doit réviser sa stratégie. Cet homme fier, qui a longtemps résisté à l'autorité franque, comprend qu'il ne peut plus affronter seul la puissance musulmane. Sa victoire de Toulouse en 721 lui a donné quelques années de répit, mais les forces d'Abd al-Rahman se renforcent constamment. En 730, Eudes tente une manœuvre diplomatique audacieuse. Il s'allie avec Uthman ibn Naïssa, gouverneur berbère de Cerdagne, qu'il marie à sa fille. Cette alliance vise à diviser les forces musulmanes en exploitant les tensions entre Arabes et Berbères. L'idée semble brillante sur le papier, mais elle se retourne tragiquement contre son concepteur. Abd al-Rahman ne tolère pas cette trahison d'un de ses gouverneurs. En 731, il lance une expédition punitive qui écrase les forces d'Uthman ibn Naïssa. Le gouverneur berbère rebelle est capturé et exécuté, tandis que la fille d'Eudes disparaît dans la tourmente. Cette défaite personnelle brise moralement le duc d'Aquitaine et l'oblige à reconsidérer entièrement sa position. L'armée d'Abd al-Rahman, gonflée par cette victoire, poursuit sa marche vers le nord. Elle franchit la Garonne et pille Bordeaux sans rencontrer de résistance sérieuse. Les défenses aquitaines, démoralisées par la défaite de leur duc, s'effondrent les unes après les autres. La route de Tours et de ses richesses légendaires s'ouvre devant les conquérants musulmans. Face à cette catastrophe, Eudes n'a plus le choix. Il avale sa fierté et sollicite l'aide de Charles Martel, celui-là même dont il refuse l'autorité depuis des années. Cette démarche humiliante marque la fin de l'indépendance aquitaine et le début d'une alliance qui changera le cours de l'histoire européenne. Charles accueille favorablement la demande d'Eudes, mais il sait parfaitement tirer parti de la situation. Il exige du duc d'Aquitaine une soumission formelle avant d'accepter de lui porter secours. Cette condition politique accomplie, il peut se consacrer entièrement à la préparation militaire de ce qui s'annonce comme la bataille la plus importante de sa carrière. Le maire du palais comprend qu'il ne peut pas improviser face à Abd al-Rahman. Les forces musulmanes qui remontent vers le nord représentent une armée de conquête expérimentée, rompue aux techniques de combat orientales et gonflée par une série de victoires récentes. Charles doit mobiliser toutes les ressources du royaume franc pour espérer l'emporter. Il lance un appel général aux armes qui résonne dans toute la Francie. Les ducs, les comtes et les grands propriétaires terriens
reçoivent l'ordre de rassembler leurs hommes d'armes et de converger vers un point de rendez-vous secret. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne de la gravité de la situation et de l'autorité que Charles a acquise sur l'aristocratie franque. L'armée qui se constitue progressivement présente un caractère hétérogène typique des forces médiévales. Elle rassemble les guerriers austrasiens, fidèles de la première heure, les nobles neustriens récemment soumis, et maintenant les Aquitains d'Eudes. Cette coalition fragile nécessite un commandement ferme pour éviter que les rivalités internes ne compromettent l'effort de guerre. Charles choisit soigneusement le terrain où il livrera bataille. Il sait qu'Abd al-Rahman cherchera à exploiter la supériorité de sa cavalerie arabe, héritée des traditions bédouines. Le maire du palais sélectionne donc une position qui neutralisera cet avantage tout en valorisant la solidité légendaire de l'infanterie franque. Abd al-Rahman quitte Bordeaux au début de l'automne 732 avec une armée considérable. Les chroniqueurs de l'époque, enclins à l'exagération, évoquent des centaines de milliers de combattants, mais les historiens modernes estiment plus raisonnablement les effectifs musulmans entre 20 000 et 40 000 hommes. Cette force reste néanmoins impressionnante pour l'époque. Cette armée sarrasine comprend des Berbères, des Juifs, des Mozarabes, des captifs chrétiens et divers mercenaires dirigés par l'émir Abd al-Rahman. Cette composition cosmopolite reflète la nature de l'empire omeyyade, qui intègre les populations conquises dans ses structures militaires. Chaque contingent apporte ses propres techniques de combat et son expérience particulière. La progression vers le nord se déroule selon un plan méthodiquement établi. Abd al-Rahman ne se contente pas de traverser le territoire, il l'organise au fur et à mesure de sa conquête. Des garnisons sont établies dans les villes prises, des gouverneurs sont nommés, et un système fiscal commence à se mettre en place. Cette méthode révèle que l'émir ne conçoit pas son expédition comme un simple raid, mais comme une véritable conquête territoriale. L'objectif avoué d'Abd al-Rahman est Tours, siège de l'archevêché le plus riche de Gaule. La basilique Saint-Martin renferme des trésors accumulés pendant des siècles de pèlerinage et de donations. La prise de ce sanctuaire apporterait non seulement un butin considérable, mais aussi un prestige immense dans le monde musulman. Pendant cette marche, Charles termine ses propres préparatifs. Il a choisi de ne pas défendre Tours elle-même, mais d'intercepter l'armée musulmane avant qu'elle n'atteigne la ville sainte. Cette décision tactique surprend certains de ses généraux, habitués à la guerre défensive, mais elle révèle la maturité stratégique acquise par le maire du palais au fil de ses campagnes. Le 25 octobre 732, les deux armées se font face près de Poitiers. Charles a choisi une position légèrement surélevée qui lui permet d'observer les mouvements ennemis tout en protégeant ses flancs. Ses troupes, disposées en formation serrée, présentent un front compact hérissé de lances et d'épées. Cette tactique, inspirée des phalanges antiques, vise à briser l'élan de la cavalerie adverse. Abd al-Rahman, fidèle aux traditions arabes, mise sur la mobilité de ses cavaliers pour désorganiser les lignes franques. Ces archers montés harcèlent d'abord l'infanterie ennemie, cherchant à créer des brèches dans lesquelles s'engouffreront les charges de cavalerie lourde. Cette stratégie a fait ses preuves en Espagne contre les Wisigoths et en Afrique contre les Byzantins. Mais Charles a étudié ces tactiques et préparé ses hommes en conséquence. Les guerriers francs, protégés par leurs boucliers et leurs cottes de mailles, résistent aux volées de flèches. Leur discipline, forgée par des années de campagne, leur permet de maintenir leur rang malgré les charges répétées de la cavalerie musulmane. Le combat dure toute la journée sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à prendre un avantage décisif. Les charges arabes se brisent sur la muraille franque, tandis que les contre-attaques chrétiennes ne parviennent pas à percer les lignes ennemies. Cette guerre d'usure favorise progressivement les Francs, dont l'endurance au combat corps à corps surpasse celle de leurs adversaires habitués aux manœuvres rapides. La bataille se conclut par une victoire des forces franques et aquitaines dirigées par Charles Martel sur les forces omeyyades conduites par Abd al-Rahman al-Ghafiqi. Au cours des combats, le chef musulman trouve la mort, probablement tué par une lance franque lors d'une ultime charge désespérée. Sa disparition décapite l'armée musulmane et précipite sa retraite. La mort d'Abd al-Rahman transforme la retraite musulmane en déroute. Privés de leur chef charismatique, les différentes composantes de l'armée se désagrègent rapidement. Les Berbères regagnent l'Espagne par les cols pyrénéens, les Arabes se replient vers Narbonne, tandis que les auxiliaires locaux,
tentent de regagner leur foyer en évitant les représailles franques. Charles Martel devient le grand vainqueur politique de cette bataille. Sa victoire renforce considérablement son prestige dans tout le monde chrétien. Les chroniqueurs de l'époque voient en lui le nouveau champion de la chrétienté, celui qui a su arrêter l'expansion apparemment irrésistible de l'islam en Occident. Alors que l'Aquitaine refusait de se soumettre à son autorité, elle se retrouve maintenant affaiblie, et Charles en profite pour mettre la main sur la prospère ville de Bordeaux. Cette annexion révèle la dimension politique de l'intervention franque. En sauvant l'Aquitaine, Charles l'a également conquise. La victoire de Poitiers ne met pourtant pas fin aux incursions musulmanes. Elle démontre la capacité des Francs à repousser une invasion majeure, mais elle ne met pas fin aux incursions musulmanes en Europe. Les bases musulmanes de Narbonne et de Septimanie restent actives et continuent de lancer des raids contre le territoire franc. Les chroniqueurs postérieurs surnommeront Charles Martel, car il terrassait ses ennemis avec un marteau. Ce surnom, qui ne sera utilisé qu'après sa mort, symbolise la force brutale avec laquelle il a écrasé tous ses adversaires, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Fort de son succès à Poitiers, Charles entreprend méthodiquement la reconquête des territoires occupés par les musulmans en Gaule méridionale. Cette campagne, qui s'étale sur plusieurs années, révèle ses qualités de stratège et d'organisateur autant que de guerrier. En 733, il lance une première offensive contre Avignon, tenue par une garnison musulmane depuis plusieurs années. La ville, située sur le Rhône, contrôle une route commerciale vitale entre la Méditerranée et le cœur de la Gaule. Sa reconquête nécessite un siège en règle, ce qui oblige Charles à développer de nouvelles compétences militaires. Les techniques de polyorcétique franque, jusqu'alors rudimentaires, s'améliorent rapidement sous la pression de la nécessité. Charles fait construire des machines de guerre et forme ses hommes au combat urbain. Cette adaptation témoigne de sa capacité à apprendre de ses adversaires et à faire évoluer ses méthodes selon les circonstances. La chute d'Avignon ouvre la route de la Provence, où le patrice Moronte s'est allié aux musulmans pour préserver son autonomie locale. Cette trahison d'un noble chrétien scandalise l'opinion de l'époque, mais révèle la complexité des enjeux politiques dans le Midi gaulois. Les solidarités religieuses pèsent parfois moins que les intérêts territoriaux. En 737, Charles soumet le patrice Moronte, allié des musulmans. Cette victoire lui permet de contrôler l'ensemble de la vallée du Rhône et d'isoler définitivement les dernières bases musulmanes de leurs arrières espagnols. Narbonne reste le dernier bastion musulman en Gaule. Cette ville, conquise dès 719, a eu le temps de se fortifier et de s'organiser pour résister à un siège prolongé. Sa position stratégique, proche de l'Espagne, lui permet de recevoir des renforts et des approvisionnements par voie terrestre et maritime. Charles comprend que la prise de Narbonne nécessite une approche différente de ses précédentes campagnes. Il ne peut pas compter uniquement sur la bravoure de ses guerriers, il lui faut une véritable stratégie de siège combinant blocus terrestre et naval. Cette évolution tactique marque une nouvelle étape dans la sophistication militaire franque. Le siège de Narbonne, commencé en 737, s'étire sur plusieurs mois. Les défenseurs, conscients que leur sort dépend de leur résistance, multiplient les sorties offensives et les tentatives de brisement du blocus. Chaque engagement révèle l'obstination des deux camps et la détermination de Charles à achever la reconquête de la Gaule. Les renforts espagnols tentent à plusieurs reprises de secourir la ville assiégée. Ces expéditions de secours donnent lieu à des batailles rangées où s'affrontent les meilleures troupes des deux camps. Charles prouve une nouvelle fois sa supériorité tactique en défaisant successivement toutes ses tentatives de dégagement. L'échec du siège de Narbonne témoigne que la victoire de Poitiers n'entraîne pas le départ définitif des musulmans. Malgré tous ses efforts, Charles ne parvient pas à s'emparer de cette forteresse. La ville ne tombera définitivement qu'en 759, sous le règne de son fils Pépin le Bref. Pendant qu'il guerroie contre les musulmans, Charles n'oublie pas de consolider son pouvoir à l'intérieur du royaume franc. La victoire de Poitiers lui a donné un prestige considérable, mais il doit encore transformer ce capital symbolique en autorité politique effective sur l'ensemble de ses territoires. La Bavière, gouvernée par le duc Hugbert, maintient une indépendance de fait qui défie l'autorité du maire du palais. En 725, Charles lance une expédition punitive qui contraint le duc bavarois à reconnaître la suzeraineté franque. Cette soumission ouvre à Charles le contrôle de la route du Danube et renforce ses positions face aux peuples germaniques orientaux.
L'Alémanie pose un problème similaire. Le duc Landfried refuse de payer le tribut et noue des alliances avec les ennemis des Francs. Charles intervient personnellement en 730 et défait les Alamans dans une bataille qui coûte la vie à leur duc. Cette victoire permet l'intégration définitive de l'Alémanie dans l'espace franc. La Frise, restée fidèle aux anciens dieux germaniques, représente un défi à la fois politique et religieux. Charles y mène plusieurs campagnes entre 734 et 738, combinant action militaire et évangélisation. La conversion forcée des Frisons marque l'extension du christianisme vers les confins septentrionaux de l'Europe. Ces conquêtes intérieures, moins spectaculaires que la victoire sur les musulmans, n'en sont pas moins essentielles à la construction de la puissance carolingienne. Elles unifient sous une même autorité des territoires qui formeront bientôt le cœur de l'empire de Charlemagne. La période qui suit Poitiers voit Charles entreprendre une profonde réorganisation de l'État franc. Les défis auxquels il a été confronté lui ont révélé les lacunes des structures héritées de l'époque mérovingienne. Il s'attache donc à moderniser l'administration et l'armée franque. La réforme militaire constitue sa priorité absolue. Charles comprend que la supériorité de la cavalerie musulmane impose une évolution tactique majeure. Il encourage le développement de la cavalerie lourde franque en distribuant des terres aux guerriers qui acceptent de servir à cheval. Cette mesure préfigure le système féodal qui se développera sous ses successeurs. L'armement évolue également sous son impulsion. Les forgerons francs apprennent à fabriquer des épées plus longues et des cottes de mailles plus résistantes. Ces innovations techniques, inspirées des modèles orientaux capturés lors des batailles, améliorent l'efficacité au combat des guerriers francs. L'administration territoriale fait l'objet d'une attention particulière. Charles nomme des comtes fidèles à la tête des principales circonscriptions et leur confie des pouvoirs étendus. Ces représentants du pouvoir central doivent faire respecter l'autorité royale et lever les troupes en cas de besoin. La politique religieuse accompagne ces réformes séculières. Charles soutient l'action des missionnaires anglo-saxons, comme saint Boniface, qui évangélise les territoires germaniques nouvellement conquis. Cette christianisation renforce l'unité culturelle du royaume et légitime l'autorité franque aux yeux des populations. La victoire de Poitiers transforme Charles en héros du monde chrétien. Le pape Grégoire III, menacé par l'expansion lombarde en Italie, sollicite son intervention militaire. Cette demande marque le début d'une alliance durable entre la papauté et la dynastie carolingienne. Charles accueille favorablement les ouvertures pontificales, mais reste prudent dans ses engagements. Il comprend que l'intervention en Italie l'entraînerait dans un conflit complexe avec des implications diplomatiques considérables. Il préfère consolider d'abord ses positions en Gaule avant de s'aventurer au-delà des Alpes. Les échanges diplomatiques avec Rome révèlent néanmoins l'évolution du statut de Charles. Le maire du palais, fils illégitime d'un duc austrasien, correspond désormais d'égal à égal avec le successeur de Saint-Pierre. Cette reconnaissance internationale témoigne du chemin parcouru depuis sa sortie de prison en 714. Le pape envoie des reliques et des présents qui renforcent le prestige religieux de Charles auprès de ses sujets. Ces cadeaux symboliques préparent l'alliance qui permettra plus tard à Pépin le Bref de recevoir l'onction pontificale et de fonder officiellement la dynastie carolingienne. Cette diplomatie pontificale influence également la politique intérieure franque. Charles se montre plus sévère envers les nobles restés attachés aux pratiques païennes et favorise systématiquement l'Église dans les conflits de propriété. Cette orientation préfigure la synthèse entre pouvoir temporel et autorité spirituelle qui caractérisera l'Empire carolingien. Les dernières années de Charles Martel sont marquées par l'apaisement progressif des tensions extérieures et la préparation de sa succession. Le vieux guerrier, affaibli par des décennies de campagnes incessantes, consacre ses dernières forces à l'organisation de l'héritage qu'il transmettra à ses fils. En 739, il partage ses territoires entre Carloman et Pépin, ses deux fils légitimes issus de son mariage avec Rothrude. Cette décision, conforme aux traditions franques, vise à éviter les conflits successoraux qui ont marqué sa propre jeunesse. Carloman reçoit l'Austrasie et l'Alémanie, tandis que Pépin hérite de la Neustrie et de l'Aquitaine. Griffon, son fils né d'un second mariage avec Swanachilde, ne reçoit que quelques domaines isolés. Cette discrimination alimentera plus tard les tensions familiales, mais Charles privilégie la stabilité politique sur l'équité familiale.
il sait que l'unité du royaume dépend de la coopération entre ses héritiers principaux. Les préparatifs successoraux s'accompagnent d'un dernier effort militaire. En 740, Charles mène une ultime campagne contre les Saxons qui menacent les frontières orientales du royaume. Cette expédition, menée malgré sa santé déclinante, témoigne de sa détermination à transmettre à ses fils un héritage territorial intact. Sa mort, survenue le 22 octobre 741 dans son palais de Quierzy-sur-Oise, marque la fin d'une époque. Charles disparaît sans avoir jamais porté le titre royal, mais son autorité de fait a dépassé celle de tous les rois mérovingiens de son temps. Il laisse à ses successeurs un royaume unifié et une dynastie en pleine ascension. Charles Martel s'éteint en léguant bien plus qu'un royaume à ses héritiers. Il leur transmet une méthode de gouvernement, une conception du pouvoir et surtout une légitimité forgée dans les combats. Cet homme, qui a commencé sa carrière comme un bâtard emprisonné, termine sa vie en maître incontesté de l'Occident chrétien. Sa victoire à Poitiers marque un tournant dans l'histoire européenne. Non seulement elle arrête l'expansion musulmane vers le nord, mais elle redonne confiance aux populations chrétiennes qui voyaient dans l'islam une force invincible. Cette bataille sauve l'identité chrétienne de l'Europe occidentale et permet le développement de la civilisation carolingienne. L'impact militaire de Charles dépasse largement cette seule bataille. Il révolutionne l'art de la guerre franque en introduisant de nouvelles tactiques et en modernisant l'équipement de ses troupes. Ces innovations tactiques, notamment l'usage combiné de l'infanterie lourde et de la cavalerie, influenceront la stratégie militaire européenne pendant des siècles. Son génie politique n'est pas moins remarquable que ses talents militaires. Parti de rien, il unifie sous son autorité un royaume éclaté et pose les fondations de l'Empire carolingien. Ses réformes administratives et ses conquêtes territoriales préparent directement l'œuvre de Charlemagne. Sans Charles Martel, il n'y aurait pas eu d'empire d'Occident au 8e siècle. La dimension religieuse de son action marque profondément l'Europe médiévale. En stoppant l'expansion musulmane et en soutenant l'évangélisation des peuples germaniques, il contribue à définir les frontières de la chrétienté occidentale. Cette œuvre de christianisation accompagne et justifie ses conquêtes territoriales. L'alliance qu'il noue avec la papauté transforme durablement les rapports entre pouvoir temporel et autorité spirituelle en Occident. Cette collaboration préfigure le couronnement impérial de Charlemagne et la naissance du Saint-Empire romain germanique. Elle établit un modèle de légitimité politique qui perdurera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Ces méthodes de gouvernement annoncent également l'évolution vers le féodalisme. La distribution de terres aux guerriers qui acceptent de servir à cheval préfigure le système de la vassalité. Cette innovation, dictée par les nécessités militaires, transforme progressivement la structure sociale du royaume franc. Charles Martel reste avant tout l'homme qui sauva l'Europe de l'invasion. Cette formule, popularisée par les historiens romantiques du XIXe siècle, conserve sa pertinence historique. Sans sa victoire à Poitiers, l'histoire de l'Europe aurait probablement pris un cours différent. La civilisation occidentale lui doit une part de son existence. Son héritage se perpétue à travers ses descendants. Pépin le Bref, son fils, devient le premier roi carolingien couronné par le pape. Charlemagne, son petit-fils, édifie l'Empire d'Occident et reçoit la couronne impériale à Rome. Cette lignée illustre réalise les ambitions que Charles avait portées sans jamais les accomplir totalement. L'homme qui était né bâtard et qui avait grandi dans l'ombre devient posthumement l'ancêtre d'une dynastie qui dominera l'Europe pendant 2 siècles. Cette ascension extraordinaire témoigne de la force de caractère et de l'intelligence politique d'un personnage exceptionnel qui a su transformer tous les obstacles en opportunités. Charles Martel incarne le passage de l'époque mérovingienne, marquée par les divisions et les guerres civiles, vers l'ère carolingienne, caractérisée par l'expansion territoriale et le rayonnement culturel. Il représente cette génération de chefs barbares qui ont su allier la force brutale des origines germaniques avec la sophistication politique héritée de Rome. Sa mémoire traverse les siècles et nourrit l'imaginaire européen. Les chroniqueurs médiévaux en font un héros chrétien. Les historiens modernes y voient le fondateur de l'Europe carolingienne, tandis que la mémoire populaire retient surtout le guerrier qui arrêta les Sarrasins à Poitiers. Ces différentes lectures témoignent de la richesse d'un personnage historique qui continue d'incarner la résistance de l'Occident chrétien face aux défis extérieurs.
L'épopée de Charles Martel démontre qu'un homme déterminé peut changer le cours de l'histoire. Parti des geôles de Plectrude pour finir maître de l'Occident, il prouve que les circonstances de naissance ne déterminent pas le destin. Son exemple inspire encore aujourd'hui tous ceux qui refusent de subir leur sort et qui choisissent de forger leur propre destin par la volonté et l'action. Au final, Charles Martel mérite pleinement le titre de sauveur de l'Europe, non pas parce qu'il aurait accompli un miracle militaire, mais parce qu'il a su rassembler les forces chrétiennes au moment décisif et leur donner la victoire qui préservait leur identité. Cette œuvre de rassemblement et de résistance constitue son véritable héritage historique, bien au-delà de la seule gloire militaire de Poitiers.